Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre effroyable. Le 20 décembre 2012, le corps d'Aurélie Barbeau gît sur le pas de la porte de sa cuisine, une balle dans la tête. Mais alors, qui pouvait en vouloir à cette mère de 3 enfants à la veille de Noël ? Avec moi, vous entendrez les voix de Marie-Christine, la mère d'Aurélie, de Patrick, l'un de ses collègues de travail, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Val d'Isère, 20 décembre 2012, 4 jours avant Noël. Il est 8h15. Ici, dans cette maison paisible, une maman a disparu. Elle s'appelle Aurélie Beaugendre et elle vit avec ses 3 enfants. Habituellement, elle les réveille pour aller à l'école. Mais là, étrangement, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Leur maman avait l'habitude de les réveiller vers 7-8 heures. Ils se sont inquiétés de ne pas voir leur maman venir les réveiller. Les enfants sont jeunes. 10 ans, 8 ans, 4 ans. Ils sont petits, ils appellent. Ils n'ont pas de réponse. Visiblement seuls dans la maison, les 3 enfants se lancent à la recherche de leur maman. Seulement ce qu'ils vont découvrir ne va pas les rassurer. Le petit déjeuner n'est pas prêt. Leur maman n'est pas là. Ce matin-là, il n'y a pas de bruit. Il ne se passe rien dans cette maison qui est une maison vide. Mais où est passée la mère de famille ? Étrange. Il ne reste qu'une seule pièce à vérifier, l'arrière-cuisine, qui relie la maison à l'extérieur. Les enfants l'ignorent, mais en poussant cette porte, leur vie va basculer à jamais. Et c'est là qu'ils découvrent le corps de leur maman dans l'arrière-cuisine. Leur maman gît sur le sol. Sur le seuil de sa porte, sa tête baignant dans une mare de sang. On peut pas croire que son ami et voisin ait tué sa femme. Je savais que c'était lui. Pas d'ADN, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuve, il n'y a que dalle, il n'y a rien. C'est hallucinant. On ne devient pas un assassin comme ça. Dans leur maison de Val d'Isère en Bretagne, les 3 enfants de 10, 8 et 4 ans viennent de découvrir le corps de leur maman, Aurélie Beaugendre. Malgré leur jeune âge, ils vont faire preuve d'un courage incroyable pour tenter de la sauver. Ils vont devoir alors prendre des bottes, ils sont encore en pyjama, prendre des petites bottes. Ce sont les 3 gosses qui vont devoir enjamber le cadavre de leur mère. Marcher dans le sang de leur maman avant de courir chez la voisine. À ce moment-là, ils disent « Maman est morte ». Maman est morte. La voisine a du mal à le croire, donc elle va voir d'elle-même. Là, elle découvre le corps d'Aurélie Beaugendre dans l'arrière-cuisine. Sous le choc, la voisine prévient immédiatement les secours. Mais malheureusement pour Aurélie, la maman des 3 enfants, il est trop tard. Lorsque les pompiers arrivent au domicile d'Aurélie Beaugendre, ils ne peuvent que constater le décès de la jeune mère de famille de seulement 29 ans. Et ils savent très rapidement qu'il n'y a plus rien à faire. Non seulement Aurélie est morte, mais elle a été méthodiquement exécutée. La victime est décédée d'une balle dans la tête. Et elle a un trou énorme au niveau de l'œil droit. On a l'impression qu'un projectile est rentré par l'œil droit. Un seul et unique impact de balle à l'œil droit. Elle est décédée tout de suite. L'expert balistique, il est formel. Le tir a été effectué à une distance inférieure à 1 mètre. Il s'agit d'une véritable exécution. Elle a été froidement abattue. La mère d'Aurélie, Marie-Christine, vient d'apprendre la nouvelle en sortant de son travail. Elle se précipite alors au domicile de sa fille, en panique. Les gendarmes m'attendaient là.
Je ne sais pas comment j'ai pu conduire parce que j'avais les mains qui étaient toutes tremblantes, étaient paralysées. Ah, c'est atroce, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Patrick est un ami et collègue de travail d'Aurélie. Il est lui aussi effondré lorsqu'il apprend sa mort. Ça fait très mal. C'est comme si on perd quelqu'un dans la famille. Hein. On prend une grande claque. Hein. Elle, notre collègue, c'est pas possible. Mais évidemment, c'est peut-être pour les enfants d'Aurélie que le traumatisme est le plus important. Les enfants, ils ont quand même passé sur leur maman pour aller chez les voisins. Ils ont mis du sang sur leurs chaussures. Le plus épouvantable, le plus horrible, c'est que ces enfants de 10 ans, 8 ans et 4 ans vont avoir comme cadeau de Noël le cadavre de leur mère 4 jours avant les fêtes de Noël. C'est atroce. Pour eux, c'est atroce. Pour tous ses proches, le meurtre de la jeune femme est inconcevable. Tous s'accordent sur un point. Aurélie était une mère courage qui partageait sa vie entre son travail et le bien-être de ses 3 enfants. C'est une fille souriante, toujours aimable, bosseuse, professionnelle, a travaillé toujours à 100%. Elle exerçait la profession de cariste dans une déchetterie. Donc elle conduit les petits camions élévateurs, les petits chariots élévateurs. Elle était là pour ses enfants. Elle allait travailler pour eux, faire des courses pour eux. C'était sa vie. Elle s'occupait. Ses enfants, ils étaient toujours bien habillés. Elle les emmenait partout, partout. C'était eux la priorité. Alors, qui pouvait en vouloir à cette mère de famille au point de la tuer de sang-froid? Quel monstre a privé 3 jeunes innocents de leur maman à la veille de Noël? Dès le début de l'enquête, une piste va s'imposer, presque comme une évidence. C'est Marie-Christine, la mère d'Aurélie, qui va révéler aux gendarmes un détail capital pour l'enquête. Un rituel que sa fille répétait chaque matin. Sa première chose, elle mettait son café dans le micro-ondes et elle allait fumer dehors, à l'entrée de sa buanderie, sa cigarette pendant que son café chauffait. On sait qu'elle venait d'allumer une cigarette parce qu'elle a un briquet dans une main et qu'elle a encore la cigarette qui a été allumée dans l'autre main. Elle a été tuée par quelqu'un qui la guettait, qui l'attendait. Les enquêteurs acquièrent la conviction que celui qui a exécuté Aurélie connaissait ses habitudes. Pour les gendarmes, c'est forcément quelqu'un de l'entourage de la victime qui lui aurait tendu un piège mortel. Mais alors qui donc? La mère d'Aurélie a une conviction et désigne d'emblée un homme, le propre mari d'Aurélie, Sébastien Beaugendre. Je savais que c'était lui. Personne ne en voulait à Aurélie. Il n'y avait que lui qui en voulait. Immédiatement, pour elle, c'est Sébastien Beaugendre. Ça ne peut être que lui. La mère de la victime sert aux enquêteurs un suspect sur un plateau. Seulement cela ne suffit pas à en faire un coupable. Alors pour tenter de découvrir la vérité, les gendarmes vont devoir fouiller dans le passé du couple Beaugendre. C'est à 24 ans que Sébastien Beaugendre rencontre la belle et jeune Aurélie, âgée alors de 17 ans. Ils se rencontrent dans un bar et c'est le coup de foudre. Aurélie, elle était amoureuse de lui. C'était son premier amour. Je trouvais que ça se passait bien, moi, au point de départ. Le couple se marie et s'installe dans ce petit pavillon. Rapidement, Sébastien et Aurélie auront un garçon, puis 2 petites filles. Seulement voilà, au bout de 10 ans, la magie n'opère plus. Aurélie se sent de plus en plus délaissée par son époux. Aurélie fait le constat qu'elle est très seule, en fait. Qu'elle a un mari qui lui témoigne peu de preuves d'amour, qui communique peu avec elle. Moi, je trouvais qu'il était froid avec elle.
Souvent, il l'appelait, à place de l'appeler Aurélie, il l'appelait l'autre. On sent bien qu'elle est pas bien dans sa peau. Souvent, elle nous arrivait, elle pleurait, elle allait au vestiaire, puis elle restait dans le vestiaire jusqu'au moment d'aller travailler. Au fil du temps, Sébastien Beaugendre se montre particulièrement odieux avec sa femme. Et il y a peut-être une explication à cela. En fait, depuis plusieurs années, l'homme souffre de douleurs au dos qui l'empêchent d'exercer son métier de mécanicien. Sébastien Beaugendre est en arrêt maladie suite à un accident du travail. Il a un vrai problème de colonne vertébrale et à partir de là, il ne fera plus rien. Sébastien Beaugendre vit la nuit et dort le jour, collé devant son ordinateur. Sébastien Beaugendre vit en ermite chez lui. Il ne prête même plus attention à ses proches. Il n'y avait pas de vie de famille. Jamais il mangeait avec les enfants, ni Aurélie. Pour Aurélie, la situation devient insupportable, d'autant que la jeune maman aux revenus modestes n'arrive plus à assumer seule les dépenses de toute la famille. Aurélie travaille tout le temps, toujours. Elle fait bouillir la marmite, comme on dit communément. Aurélie n'a pas supporté d'avoir non plus 3 mais 4 enfants à la maison. En juillet 2012, Aurélie demande donc le divorce. Elle quitte le domicile conjugal et obtient la garde de ses 3 enfants. La jeune femme part s'installer à 10 km de là, dans ce petit pavillon à Val d'Isée. Seulement Sébastien Beaugendre n'aurait pas accepté cette séparation. Les enfants deviennent un enjeu très très important pour le père, qui veut aussi les récupérer. Sébastien Beaugendre est en guerre contre elle. Aurélie a peur. 2 mois avant d'être assassinée, elle se sentait menacée. C'est ce que va confirmer sa mère aux enquêteurs. Depuis qu'elle a demandé le divorce en 2012, elle faisait que trembler. Elle en avait énormément peur. Quelques mois après cette séparation, elle se rend à l'école pour récupérer ses enfants et rentre chez elle. Et lui, il l'a suivie avec sa voiture. Il est arrivé et puis il l'a harcelé. Il a dit tu vas crever. Il lui lançait des pierres. On sentait qu'il y avait déjà un malaise. Elle se mettait à pleurer, elle se planquait. Cette séparation est difficile, même plus que difficile, elle est violente. Il n'aura de cesse de dire à tout le monde qu'il la tuerait. À en croire les proches d'Aurélie, tout accable Sébastien Beaugendre. Et s'il avait tué sa femme sur le pas de sa porte au petit matin pour récupérer la garde de leurs enfants? Le mobile paraît crédible. Alors, les enquêteurs se rendent immédiatement à son domicile. Mais à leur arrivée, l'homme n'est pas là. On est quelques heures après la découverte du corps, il est 11h du matin. Les gendarmes l'attendent devant sa porte. Une demi-heure plus tard, le mari va enfin faire son apparition, l'air plutôt serein. Sébastien Beaugendre arrive aux alentours de 11h30 au volant de sa voiture. Les gendarmes sont là et le cueillent à la descente de la voiture. Et là, chose étrange, à l'annonce de la mort de sa femme Aurélie, Sébastien Beaugendre va dire une petite phrase, lourde de sens. Les gendarmes lui disent nous venons vous voir parce qu'il est arrivé quelque chose de grave. C'est votre femme. Nous l'avons retrouvée morte. Sébastien Beaugendre va pâlir. Et là, il s'effondre, il se tient au muret et immédiatement, il dit « c'est pas moi ». Le fait de dire, avant même qu'on lui demande « c'est pas moi », est une phrase qui a choqué les gendarmes. Les enquêteurs trouvent suspect le comportement du mari. Alors ils décident de perquisitionner sa voiture. Et leurs soupçons vont se confirmer. Dans le coffre, ils découvrent une arme à feu, un pistolet automatique, une arme 9 mm et des munitions. Les gendarmes pensent avoir mis la main sur l'arme du crime. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car dans la maison du suspect, ils vont découvrir une lettre qui semble ne laisser aucun doute
sur les intentions de Sébastien Beaugendre envers Aurélie. C'est un courrier de Sébastien Beaugendre à l'attention d'Aurélie, un courrier qu'il n'a jamais envoyé. Et voici ce que Sébastien Beaugendre écrit à son épouse. À présent, je te déteste. Qu'on réalise sur toi ma vengeance. Toi que j'ai aimé et qui m'a trahi. C'est un peu à la fois une lettre de désespoir, mais aussi une lettre où il y a de la colère et de la menace. Les gendarmes trouvent quand même que ça commence à sentir bon, l'histoire. Cet individu est vraiment extrêmement suspect. D'autant qu'un dernier élément va finir de convaincre les gendarmes. Et les gendarmes vont faire un prélèvement sur ses mains par un système de tamponnoir. Il y a des résidus de poudre, des résidus de tir sur les mains. Alors là, les enquêteurs, ils se disent, on a les résidus de poudre, on a des armes, on a des munitions. Ce jour-là, cet homme-là, c'est le coupable idéal. Il y a comme une accumulation d'éléments contre Sébastien Beaugendre. Pour les enquêteurs, tout de suite, le meurtrier, c'est Sébastien Beaugendre. L'ex-compagnon d'Aurélie est aussitôt placé en garde à vue. Pour les gendarmes, il ne reste plus qu'à obtenir ses aveux. L'enquête semble close. Et pourtant, les choses ne vont pas se dérouler tout à fait comme ils l'imaginaient. Dans les bureaux de la section de recherche de Rennes, le mari de la victime est sommé de s'expliquer. Et d'emblée, il va tout nier, avec véhémence. Sébastien Beaugendre va se défendre. Il est complètement étranger à tout ce qui s'est passé. Et il clame son innocence, il la clame fort. Face aux gendarmes, Sébastien Beaugendre a réponse à tout. À commencer par la présence de l'arme dans sa voiture. Voici ce qu'il déclare aux enquêteurs. J'ai été victime de plusieurs tentatives de cambriolage. La dernière remonte au week-end dernier. Alors ce matin, j'ai décidé de me procurer un pistolet. Il va expliquer qu'il a été victime de dégradation et de tentatives d'effraction. Il souhaite donc se protéger. Ce matin-là, il va à Rennes, il va acheter un pistolet dans une armurerie. Incroyable. Alors que sa femme est découverte gisant dans son sang, Sébastien Beaugendre est allé acheter une arme à feu. Pour les enquêteurs, ce hasard est troublant. Mais il permet au mari de justifier les traces de poudre qu'il a sur les mains. Voici ce qu'il raconte. Ce matin, je suis allé essayer le pistolet sur un parking. J'ai tiré pour voir le bruit que ça faisait. Après l'avoir acheté, il va utiliser l'arme. Il va tirer une douille. Et ce tir va laisser sur ses vêtements et ses mains des particules, des résidus de poudre. Et ensuite, il arrive chez lui vers 11h. Et là, il est cueilli par les gendarmes au moment où il pose sa voiture. Pour les enquêteurs, la coïncidence entre le crime et l'achat d'une arme le même jour paraît suspecte. Pourtant, en vérifiant point par point les déclarations de Sébastien Beaugendre, tout semble coller à son récit. De l'arme, on retrouve effectivement la trace de l'achat de cette arme. Et on retrouve également la douille percutée sur le parking sur ses indications. On va retrouver une douille au sol. Donc en gros, il dit la vérité. Pour les gendarmes, force est de constater que le pistolet de Sébastien Beaugendre ne peut pas être l'arme du crime. L'arme de Sébastien Beaugendre s'avère être une arme non létale, un pistolet à blanc. Un pistolet d'alarme, c'est-à-dire qui a toute l'apparence d'une arme réelle mais ne fait que du bruit. Ce sont des armes qui ne sont pas des armes mortelles. Sébastien Beaugendre est catégorique. Il n'a pas assassiné sa femme. Et pour se défendre, il va bénéficier d'un soutien de la part d'une voisine, Maria Louisa. Pour elle, jamais ce père attentionné n'aurait pu infliger un tel supplice à ses enfants. Il me donnait l'image d'un papa poule, prêt à tout pour ses enfants. Avec papa, il faisait du cheval, ils avaient plein de choses. C'était quelqu'un qui aimait profondément ses enfants, qui s'occupait très bien d'eux.
faisait toujours tout pour les rendre heureux. Alors, comment imaginer qu'un tel papa poule ait pu priver ses enfants de leur maman, qui plus est, à la veille de Noël? Sébastien Beaugendre va dire « Je n'aurais jamais fait cela à mes enfants ». En commettant un tel acte, Sébastien Beaugendre savait que ses enfants, d'une part, découvriraient le corps de leur maman, mais surtout tous les ans s'en souviendraient au moment de Noël. Le moment de Noël, c'est magique, c'est la magie pour les enfants. Et dans ce contexte-là, imposer ça à ses enfants, c'est absolument incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Selon son entourage, Sébastien Beaugendre a tout, sauf le profil d'un tueur. Son comportement juste avant le drame l'attesterait. Le dimanche précédent, il était avec mes enfants et les siens en train de faire des madeleines au citron pour le goûter. Il va dire combien il est content d'avoir ses enfants pour les fêtes de Noël, qu'il a commencé à leur acheter des cadeaux, qu'il a fait le sapin. Il y a un contraste entre l'homme qui faisait ces madeleines ce jour-là et les faits qu'on lui reproche. On peut pas croire que son ami et voisin ait tué sa femme. Pour moi, c'était pas possible. On ne devient pas un assassin comme ça. Malgré ces témoignages, les gendarmes restent persuadés que Sébastien Beaugendre a quelque chose à voir avec la mort de sa femme. Et l'autopsie va venir les conforter dans ce sens. On n'a pas l'heure exacte de la mort, mais le médecin légiste la situe entre 5h30 et 7h30. Or, sur ce créneau horaire, l'homme prétend être resté chez lui sans pouvoir le prouver. Conclusion, Sébastien Beaugendre n'a pas d'alibi. L'homme est en mauvaise posture. Outre l'absence d'alibi, reste toujours à charge contre lui les menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de sa femme. Il y a ces menaces verbales et physiques où il jette des cailloux, où il lui dit « tu vas crever ». Un courrier où il est fait état de vengeance et de trahison. Il a le mobile de la séparation haineuse. Il a énoncé son intention de tuer. Il y a absolument tout pour décider de son placement en détention après sa garde à vue. Dès le lendemain du drame, Sébastien Beaugendre est incarcéré à la prison de Rennes, mais le mari ne compte pas en rester là. Derrière les barreaux de sa cellule, Sébastien Beaugendre n'en démord pas. Il n'est pas l'assassin de sa femme. Sébastien Beaugendre va se comporter de bout en bout comme quelqu'un qui est victime d'une erreur judiciaire. Il va faire une grève de la faim. Les médecins psychiatres, psychologues qui vont le voir expliquent qu'il y a des risques de suicide qui sont très importants. Il va être immédiatement hospitalisé en psychiatrie. C'est quelqu'un qui est désespéré parce qu'il est accusé à tort. C'est une situation absolument invivable. Alors les enquêteurs auraient-ils arrêté un innocent ? Le coupable n'est peut-être pas celui que l'on croit. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, quelqu'un d'autre va créer la surprise et revendiquer le crime d'Aurélie. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Sébastien Beaugendre. Dans la seconde partie, vous allez voir qu'un élément troublant va balayer les certitudes des enquêteurs. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Sébastien Beaugendre, vous allez voir qu'un élément troublant va balayer les certitudes des enquêteurs. Avec moi, vous entendrez les voix de Marie-Christine, la mère d'Aurélie, de Patrick, l'un de ses collègues de travail, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Tribunal de Rennes, 2 mois après le placement en détention de Sébastien Beaugendre. Dans une salle d'attente du palais de justice, un employé va mettre la main sur une mystérieuse enveloppe blanche. Cette enveloppe porte la mention à l'intention de madame le juge d'instruction.
Donc cet employé du tribunal va apporter l'enveloppe au juge d'instruction qui est en charge du dossier de Sébastien Beaugendre. À l'intérieur de l'enveloppe, une lettre manuscrite. Et en la parcourant, le juge n'en croit pas ses yeux. Cette lettre émanerait d'une certaine Madame G. Une Madame G. Et voici ce que la mystérieuse Madame G écrit au juge. C'est moi qui ai tué Madame Beaugendre Aurélie. Et cette fameuse Madame G, elle indique qu'elle est le coupable. Une femme qui revendique le crime, c'est quand même troublant. Et le corbeau de donner des détails très précis sur le scénario du crime. Le 20 décembre 2012, je me suis présentée au domicile de Madame Beaugendre. À 6h10, elle ouvre la porte de la maison avec une cigarette à la main et j'ai tiré d'une distance de 1,50 m environ. Elle dit l'heure à laquelle les faits ont eu lieu. Elle parle de la cigarette. La cigarette qu'elle était en train de fumer au moment où elle a été tuée. Et elle donne la distance de tir. Ce sont des détails qui ne pouvaient être connus que de la personne même qui avait commis le crime. Quelle que soit la personne qui se cache derrière cette lettre, c'est le meurtrier. Un mari qui croupit en prison et une femme, alias Madame G, qui aurait commis le meurtre. Les gendarmes se retrouvent avec 2 suspects pour un seul crime. C'est forcément un de trop. D'autant qu'un témoignage va venir semer un peu plus le trouble. En effet, le fils aîné d'Aurélie et Sébastien Beaugendre va retenir l'attention des enquêteurs. Ce petit garçon de 10 ans va leur révéler un détail hallucinant qu'il avait gardé sous silence. Il va déclarer aux enquêteurs, la première fois qu'il est entendu, qu'aux alentours de 6h du matin, je vois mon réveil et j'entends la voix d'une femme crier « Tu vas crever ». Il entend ensuite sa mère crier. C'est ce qui l'éveille et qui attire son attention. Il a 10 ans, il n'a pas osé aller voir, il n'a pas osé descendre, et donc il est resté dans son lit et il s'est rendormi. Le fils de la victime vient confirmer la présence d'une femme sur la scène de crime. Incroyable. Voilà vraiment 2 éléments qui se recoupent parfaitement bien. Cette voix de femme, cette identité féminine vient faire écho à Madame G. Ça pourrait fournir une piste évidemment aux enquêteurs, la piste d'une femme. Mais qui peut bien être cette femme? C'est en fouillant la vie intime d'Aurélie que les gendarmes vont peut-être trouver l'identité de la mystérieuse Madame G. Car depuis qu'elle avait quitté son mari, Aurélie avait eu un coup de cœur pour un collègue de travail. Elle s'en était d'ailleurs confiée à sa mère. Elle venait un peu moins à la maison et elle m'avait seulement dit qu'il y avait un collègue au mois de septembre qui était venu chez elle, puis elle s'était couchée tard. Et elle m'a dit que c'était quelqu'un de super gentil et voilà. Ils ont sympathisé en un premier temps, ils sont devenus un peu confidents. Et puis quand Aurélie lui a expliqué qu'elle allait divorcer, qu'elle allait quitter son mari, de façon assez naturelle, ils se sont rapprochés, ils sont devenus amants. Les appels et SMS retrouvés dans son téléphone le prouvent. Aurélie était tombée amoureuse de son confident. Juste pour te dire que je t'aime. Tu me manques. Bisous. Elle échangeait de nombreux SMS avec son collègue de travail. Elle avait beaucoup de sentiments pour lui. Mais ce qui intéresse les gendarmes, c'est que l'amant d'Aurélie est en couple. L'homme dont elle est amoureuse est un homme marié. Aurélie aurait même souhaité que cet amant quitte sa femme pour elle. Donc c'était une relation très sérieuse. Et du coup, les gendarmes se demandent si la femme de cet homme aurait découvert que son mari avait une relation avec Aurélie et aurait décidé d'en découdre avec elle. Alors, l'énigmatique Madame G et la femme trompée seraient-elles une seule et même personne? La nouvelle piste semble alléchante. Seulement,
elle va rapidement tomber à l'eau. Immédiatement, l'épouse est convoquée à la gendarmerie. Et voici ce qu'elle déclare. Connaissiez-vous Madame Beaugendre-Aurélie ? Non, je ne la connaissais pas. Mon mari m'a dit qu'il avait une collègue qui était décédée. J'ai appris son existence le jour de son décès. Pensez-vous que votre mari ait pu avoir une relation extra-conjugale ? Il en a déjà eu une. Il m'a trompée quand j'étais enceinte de ma fille. Je ne pense pas qu'il ait pu me tromper une autre fois. En réalité, elle ne soupçonnait pas la relation que son mari entretenait avec Aurélie Beaugendre. Elle savait pas du tout qui était Aurélie Beaugendre et elle savait encore moins que son mari avait une maîtresse. Et puis, il y a un élément qui disculpe totalement cette femme. Pour le matin du crime, elle a un alibi. Elle expliquera qu'elle était chez elle ce matin-là. Sa téléphonie le confirme. Elle n'a pas bougé de chez elle. Tout a été vérifié, les connexions téléphoniques, les emplois du temps. Les enquêteurs n'auront aucun élément objectif pour mettre en cause cette femme. De toute évidence, la femme trompée n'est pas l'auteur de la lettre au juge d'instruction signée Madame G. Après 2 mois d'enquête, les gendarmes reviennent à la case départ. Mais pas pour très longtemps. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, Madame G va refaire surface. Et cette fois-ci, elle va commettre une erreur. Val d'Isère, 5 mois après l'assassinat d'Aurélie Beaugendre. Cette fois, c'est à Marie-Christine, la mère de la victime, que le corbeau va s'adresser. Moi, j'ai reçu une lettre le 2 mai. Ça m'a fait peur parce que déjà, c'était marqué mon nom, avec des fautes, une drôle de lettre. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était Madame G qui m'écrivait aussi. C'est une lettre qui fait peur. Qui fait peur. Ouais. En effet, son contenu fait froid dans le dos. C'est moi qui ai tué Aurélie. Je vous écris car le jeudi, les enfants devaient être chez leur père. Depuis, je ne cesse de faire des cauchemars. Je vous écris en espérant que cela soulagera ma conscience. Madame G. Madame G culpabilise. Elle regrette, notamment parce qu'elle pensait que les enfants ne seraient pas là. Elle veut s'épancher auprès de la mère de la victime, c'est assez singulier. Madame G persiste et signe. C'est elle qui a tué Aurélie. Là, plus que jamais, les gendarmes vont tout faire pour essayer de savoir qui est cette Madame G. Et ils ne vont pas tarder à l'identifier. Section de recherche de Rennes, 3 semaines plus tard. Les enquêteurs procèdent à des expertises ADN sur les courriers reçus par la juge d'instruction et la mère de la victime. On aura de la chance, l'enveloppe elle-même, l'intérieur de l'enveloppe contient une signature ADN et cette trace ADN va être identifiée comme étant celle de Sébastien Beaugendre. Madame G, c'est Sébastien Beaugendre. Coup de théâtre. Sébastien Beaugendre, l'homme en grève de la faim, le bon père de famille, serait en réalité l'auteur des lettres anonymes. Et l'analyse graphologique va confirmer cette hypothèse. On a envoyé une première expertise graphologique avec les 2 courriers de Madame G et les courriers de Sébastien Beaugendre. Et là, l'expert va expliquer que l'écriture qui figure sur ce courrier correspond probablement à l'écriture de Sébastien Beaugendre. Voilà quand même un drôle d'oiseau, hein. Voilà un type qui, du fond de sa cellule, organise des rebondissements de l'enquête en disant « je suis Madame G, c'est moi », il donne des détails, c'est hallucinant. Depuis sa cellule, Sébastien Beaugendre se serait joué des enquêteurs en leur faisant parvenir, avec l'aide d'autres prisonniers, des courriers signés Madame G. L'un de ses co-détenus, au moment de sa libération, a fait sortir du courrier pour Sébastien Beaugendre, illégalement. Papier, ça sonne pas au portique, donc il peut le passer dans son slip ou dans sa chaussette. Et au parloir, il le passe, il le fait sortir, etc. En écrivant ces lettres signées Madame G, Sébastien Beaugendre avouerait-il le crime ?
l'affaire est en passe d'être bouclée. Les proches d'Aurélie n'en reviennent pas. Madame G et Sébastien Beaugendre ne feraient qu'un. C'est un manipulateur. Il a calculé ça en disant non, ça va. Ils vont pas dire que c'est moi, c'est Madame G, puis voilà. Écrire à la mère de la victime pour raconter le crime tient de quelque chose d'un peu pervers. Il n'y a pas de mots. Réinterrogé, face aux preuves des enquêteurs, l'homme a une explication. Il va expliquer qu'il n'est pas l'auteur de ce courrier. Il ne l'a pas écrit. Il dit à de multiples reprises « Je ne fais pas les mêmes fautes d'orthographe ». C'est-à-dire qu'il sait qu'il fait des fautes d'orthographe. Il s'est concentré pour, non pas ne pas faire de fautes d'orthographe dans le courrier Madame G, mais pour faire des fautes d'orthographe différentes. Pour avoir la possibilité de dire « Ça n'est pas moi, la preuve ». C'est tout de même assez extraordinaire. Et pourtant, Sébastien Beaugendre va tenter un ultime coup de poker pour se disculper. Sept mois après l'assassinat d'Aurélie, Maria Louisa, la voisine de Sébastien Beaugendre, est la destinataire d'une dernière missive. L'homme a besoin que son ami lui rende un service. Et ce qu'il lui demande est tout simplement ahurissant. Peux-tu me fournir un alibi pour le jeudi 20 décembre? Dire que ce matin-là, tu étais avec moi de 5h30 à 6h30. Qu'on avait une relation cachée. Il me demandait de raconter que j'étais sa maîtresse, que ce matin-là on était ensemble, qu'on se déshabillait pas entièrement, qu'on restait en bas dans la salle. Il avait créé toute une histoire avec tout un tas de détails et de choses qu'il me demandait d'apprendre par cœur et d'aller répéter à la gendarmerie après avoir détruit le courrier. Sébastien Beaugendre a quand même le culot de demander à Maria Louisa de lui servir d'alibi. Mentir à la justice. J'ai quand même halluciné. Maria Louisa, qui de surcroît est une femme mariée, va évidemment refuser de rentrer dans la combine de Sébastien Beaugendre. En tout cas, je ne suis pas cet alibi. Ça, c'est sûr. Je suis allée à la gendarmerie pour remettre les courriers et m'en expliquer. Ça va aboutir évidemment à ce qu'on ait un élément supplémentaire contre Sébastien Beaugendre. Pour les enquêteurs, Sébastien Beaugendre serait donc bien l'homme qui aurait tué sa femme et laissé ses enfants découvrir son corps 4 jours avant Noël. Et voici comment, d'après eux, il aurait procédé. Lors d'une nouvelle perquisition dans le garage de Sébastien Beaugendre, les gendarmes vont retrouver tous les éléments nécessaires pour modifier des balles de revolver. On retrouve chez Sébastien Beaugendre des munitions dites à blanc ou d'alarme. Une bille d'acier d'un roulement à billes. On retrouve également des petites particules de plastique de couleur verte. Pour les gendarmes, ce serait donc en transformant l'une de ces balles à blanc que Sébastien Beaugendre aurait abattu son épouse. Sébastien Beaugendre a pris une de ses cartouches à blanc, l'a percée. Il a inséré une bille d'acier dans la cartouche. Comme il y a une charge de poudre, la charge de poudre va donner de l'élan à la bille d'acier. On a une munition artisanale. D'une munition à blanc, il a réussi à fabriquer une munition mortelle. Et ce n'est pas tout. Sébastien Beaugendre aurait lui-même fabriqué une arme à feu pour tirer ce projectile. On trouve dans son ordinateur des sites qui traitent du sujet de la fabrication des armes artisanales, des munitions artisanales. Tout le monde dit qu'il a l'or dans les mains. C'est un fin bricoleur, un fin mécanicien qui trafique tout et n'importe quoi. Sébastien Beaugendre a les connaissances et les compétences pour se fabriquer un dispositif artisanal de tir. La munition et l'arme prêtes, Sébastien Beaugendre serait alors passé à l'action. Le 20 décembre 2012, le mari serait parti tôt de chez lui pour accomplir son crime. À 5h30, il quitte son domicile.
À proximité du domicile de son ex-épouse, il laisse sa voiture un peu plus bas et il poursuit son chemin à pied. Dans l'ombre, celui qui ne peut pas supporter qu'elle vive sans lui, s'est tapi depuis déjà de longues minutes. Sébastien Beaugendre se serait posté près de l'arrière-cuisine pour guetter Aurélie. Il sait qu'elle sort tous les matins fumer une cigarette, il sait à quel endroit, à quel moment, et que ça ne rate jamais. Il observe, il planque jusqu'à ce qu'elle sorte. Et c'est vers 6h du matin qu'Aurélie va faire son apparition. Aurélie Beaugendre était en robe de chambre, elle est sur le pas de sa porte, ses enfants dorment. Elle a quelques minutes pour elle pour souffler. C'est l'instant qu'aurait choisi Sébastien Beaugendre pour la surprendre. Au moment où elle allume sa cigarette, il a jailli devant elle. Il vise l'œil quasiment à bout portant. Il l'a exécuté les yeux dans les yeux. Détail macabre, le choix de tirer dans l'œil de sa femme ne serait pas un hasard. Car le projectile qu'il a fabriqué ne serait pas aussi puissant qu'une balle classique. Le projectile qui a occasionné la mort d'Aurélie pénètre dans une partie du corps qui n'a que très peu de résistance. Si le même projectile était arrivé là, il aurait sans doute rebondi sur la boîte crânienne et ne serait en tout cas pas rentré. Sébastien Beaugendre aurait ensuite fait disparaître l'arme du crime pour brouiller les pistes. On n'a pas l'arme du crime. Sébastien Beaugendre s'est nécessairement débarrassé de l'arme du crime entre 7h au plus tard et 11h, moment où il retrouve les gendarmes qui l'attendent sur le pas de sa porte. Et pour maquiller son crime, l'homme aurait pris une ultime précaution. Il a été racheté ce matin-là un pistolet d'alarme qui ne sont pas des armes mortelles, pas létales. Il tire sur un parking pour faire un essai. Et donc il va pouvoir justifier la présence de la poudre sur ses mains. Au terme de 4 années d'instruction, et bien qu'il nie toujours toute implication dans la mort de son épouse, l'homme est renvoyé devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour assassinat. Et son procès va réserver encore bien des surprises. Tribunal de Rennes, le 21 novembre 2016, s'ouvre le procès de Sébastien Beaugendre. La foule s'est déplacée en masse pour assister à l'épilogue d'une affaire qui a ému toute une région. Seulement, une personne manque à l'appel. Et pas n'importe qui. À l'étonnement général, l'accusé n'est pas présent. Sébastien Beaugendre nous dit, Jean-Guillaume le maintient moi-même, il est hors de question que je vienne. Un procès avec un banc des accusés totalement déserté, c'est vraiment une première. L'absence de Sébastien Beaugendre interpelle. Mais pour son avocat, l'accusé aurait de bonnes raisons de ne pas être présent à son propre procès. La thèse de Sébastien Beaugendre, c'est de dire, moi je suis fatigué, je suis incapable de comparaître pour 2 raisons. 1, parce que je suis innocent et que ma place n'est pas dans ce box. 2, parce que je ne veux pas que mes enfants me voient menotté dans ce box. Ça correspond assez au personnage. C'est moi, je vois pas ce que j'ai à faire ici, puisque de toute façon, je vous ai dit que j'étais innocent. Donc je reste chez moi, c'est en prison, et débrouillez-vous avec votre dossier, avec vos accusations. Un dossier difficile et un box vide. Pour la défense, le procès commence mal. D'autant qu'un témoignage ne va pas jouer en leur faveur. Celui du propre fils de Sébastien Beaugendre. Souvenez-vous, l'aîné des 3 enfants avait dit avoir entendu une femme tuer sa mère. Seulement voilà, il a changé de version. L'enfant dira, je ne me souviens plus très bien si c'était une voix d'homme, une voix de femme. Il est sous le choc. Sa mémoire est celle d'un enfant de 10 ans dans ce contexte-là. Rapidement, il peut comprendre
que son papa va être mis en cause. Et que quelque part, en disant que c'était peut-être une femme, il sauvait son père des pattes de la justice. Au fil du procès, les témoins qui se succèdent à la barre dressent le portrait d'un Sébastien Beaugendre qui, depuis ses 13 ans, se serait comporté comme un dictateur. Il va vivre le décès de son père comme une injustice et un abandon. Il va jouer le rôle du père, ou en tout cas prétendre à jouer le rôle du père, ce qui ne sera pas accepté par sa fratrie. Et très vite, il s'est révélé une sorte de talent, de tyran, de dominateur. Le despotisme de Sébastien Beaugendre ne s'arrange pas avec l'âge. Et lorsqu'il rencontre Aurélie, la jeune femme, douce et naïve, serait devenue sa chose. Sébastien Beaugendre va surinvestir la relation avec Aurélie, qui le regarde comme un être merveilleux. Alors, lorsqu'elle va lui annoncer son envie de divorcer, ses proches expliquent que l'homme serait devenu incontrôlable. Il a pris une tronçonneuse et il est rentré dans la cuisine avec la tronçonneuse. Il voulait tronçonner les meubles. Parce que personne ne lui résiste. Donc il devient fou. Depuis leur séparation, Sébastien Beaugendre n'aurait eu qu'une seule obsession, récupérer Aurélie à tout prix. Il lui faisait des crasses sur sa voiture, mettre des puces pour la retrouver à tel endroit, pour la fliquer, quoi. Il avait des pensées un petit peu étranges. À la fin, il faisait de la magie, de la sorcellerie pour la reconquérir, la faire revenir. Mais Aurélie ne reviendra jamais. Et les témoins de déclarer que depuis qu'elle avait rencontré un autre homme, le mari abandonné n'aurait vu qu'une seule solution, la supprimer. Une fois, elle l'a vu bricoler sa voiture à 11h le soir et elle a appris après que c'était 4 boulons qu'il avait enlevés du moteur. C'était insupportable à Sébastien Beaugendre qu'elle continue de vivre hors de lui. Au terme de 5 jours d'audience, les jurés rendent leur verdict. Sébastien Beaugendre est déclaré coupable. Le mari de la victime est condamné à une lourde peine de 25 années de prison. La moindre des choses, et je dirais presque que la moindre des politesses, c'est de se rendre devant ses juges. Dans ces 25 ans, il y a le prix de son absence. Mais pour Marie-Christine, la mère de la victime, le verdict n'est pas satisfaisant. Jamais la peine ne pourra être à la hauteur du traumatisme subi par les enfants d'Aurélie. Moi, j'ai dit 25 ans pour ça, c'est... Non. Les enfants, c'est toute leur vie qu'ils verront l'image de leur maman, là. Et 3 jours avant Noël, ouais, on peut pas admettre ça, non. Il y a 3 peines pour ces enfants. La première, la perte de leur mère, la perte de leur père. Et 3e sanction, de jamais avoir de mots ou d'explications et d'être privé en réalité de celle-ci. Depuis sa condamnation, Sébastien Beaugendre a fait appel. Il y aura donc un second procès, et cette fois-ci l'homme l'a juré. Il sera dans le box. Sébastien Beaugendre continue à clamer son innocence. Et qu'à partir du moment où il clame son innocence, que ce soit une peine de 10 ans, de 15 ans ou de 25 ans, c'est intolérable. Sébastien Beaugendre, en appel, m'a fait la promesse de comparaître. Cette fois-ci, devant ses enfants et devant la justice. À plusieurs reprises, il m'a répété « je vais quand même pas reconnaître un crime que je n'ai pas commis ». Moi, je l'ai entendu au parloir me dire cela et j'aurais aimé qu'il le dise à la cour d'assises. En attendant, les 3 enfants de la victime, confiés à des proches de leur mère, espèrent toujours savoir comment leur maman a perdu la vie à quelques jours de Noël. Dans leur maison, ils ont un coin avec une table, avec la photo de leur maman. C'est un coin de recueillement pour les enfants. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Sébastien Beaugendre. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr,
et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.